bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire. Donc, en fait, webinaire sur la mise en tôle, en bar et en tôle dans Steel Project. Donc, on va voir un petit peu de quoi il retourne. Donc, au début, j'ai un PowerPoint pour explicatif un petit peu de ce que l'on va avoir. Et ensuite, je passerai assez rapidement dans le logiciel. Donc, notre webinaire, le webinaire du jour, je serai votre présentateur, donc je suis Claude Fattier, le commercial France. Ça devrait durer entre 20 et 30 minutes. Si vous avez quelques questions, qu'elles soient, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve sur le bas de l'écran. Donc ça me permettra de les récupérer. Soit je réponds à la fin, soit on pourra toujours reprendre contact après coup. Donc le sujet, c'est les mises en barre, les mises en tôle, en fait, dans Steel Project. L'intérêt, c'est économiser de l'acier et utiliser au mieux les performances des machines. Donc, l'introduction à nos solutions. Donc ici, nous avons en fait toute une partie de nos fonctionnalités qui sont sous forme d'arbres. Donc l'intérêt, c'est qu'on va des imports de dessin jusqu'à la gestion des traçabilités. Donc la partie qui va nous intéresser se trouve ici, la mise en barre et la mise en tôle. C'est pour nous deux modules très importants chez PLM. C'est deux modules qui sont travaillés continuellement et qui sont remis à jour continuellement. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à faire gagner un maximum en fait, de matière à nos clients et que ce soit aussi bien plus court en calcul et bien plus efficient au quotidien. Donc, à titre d'information, cet arbre-là des fonctionnalités, on le retrouve sur notre site Internet. Donc, il est extrêmement intéressant parce que dès que vous allez cliquer sur un des modules, eh bien, directement, vous allez avoir sa description. Donc, je vous invite à aller voir notre site Internet pour pouvoir l'utiliser au mieux. Donc, le webinaire en lui-même, donc les fonctionnalités des mises en barre, mises en tôle. Donc, la mise en barre manuelle est disponible. Donc, c'est également le code pour les mises en tôle. Nous avons des algorithmes avancés, donc on va voir un petit peu le contenu de ceux-ci après coup. Les possibilités de multi-projets, donc l'intérêt c'est qu'on va pouvoir cumuler plusieurs projets ensemble ou simplement un monoprojet. La prise en compte des technologies machines, donc les chanfreins et les coupes communes typiquement. Et après, on va trouver divers paramètres, donc les priorités, des longueurs utilisables, et puis après des longueurs de commercialisation et de récupération dans votre atelier. La gestion des chutes et des riblons. Le riblon, c'est le déchet, d'accord? Donc, c'est ce qui est perdu de toute façon. Donc, les séquences pour les mises en tôle. La visualisation 3D des barres après nesting. Et puis, des liens donc, vers des stocks, aussi bien internes ou externes. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. La gestion de la traçabilité et les éditions de rapports. Donc, l'intérêt des mises en barre, mises en tôle, c'est de pouvoir effectivement avoir des gains de temps sur la programmation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous envoyez simplement en fait, des mises en barre sur votre machine, ça va être un temps très long de mise en œuvre. Que là, on fait ça sur le PC. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Et déjà, c'est très visuel et très rapide de mise en œuvre. Les flexibilités, c'est-à-dire qu'on peut, lorsqu'on fait de la création manuelle, mettre vraiment les pièces que l'on veut dans les barres ou dans les tôles qui nous intéressent. Ensuite, les réductions des taux de riblon, des taux de déchets. Donc, c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui avec le prix de l'acier. Donc, il est intéressant de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel. La prévention des erreurs, parce qu'en fait, là, on est sur du visuel, c'est-à-dire qu'on voit vraiment ce que l'on fait. Ce n'est pas simplement au dernier moment à la main, une création manuelle sur la machine. On peut avoir des pièces qui ne rentrent pas dans une barre ou alors des erreurs sur les appels de barre. Donc, l'utilisation des capacités machines et des consommables, on va savoir qu'est-ce que ma machine est capable de faire. Donc, aussi bien sur les perçages, des fraisages, que plein d'autres choses. L'amélioration de la gestion de la traçabilité, lorsque j'ai le stockage choc lié ou un lien vers un PNI, un ERP, on va pouvoir récupérer des instructions de traçabilité. Excusez-moi. Donc maintenant, on va pouvoir passer directement dans le logiciel. Donc je vais aller directement dans Steel Project PLM. Donc pour la plupart, vous le connaissez déjà aujourd'hui de toute façon. Parfait. Donc ce que j'ai fait en amont ici, j'ai déjà créé en fait des mises en fabrication. Donc, oui, mise en fabrication de profilés, de tôle, mais également de jarrets. D'accord? Donc, on va voir un petit peu comment tout cela fonctionne et quelle est l'interaction de tout ça. Donc, si je m'occupe au préalable des profilés, donc là, actuellement, tout est rouge, car rien n'est traité. Aucune mise en barre n'a été faite dans l'instant. Je viens dans composition. Donc là, je vois l'ensemble de la composition de ma mise en fabrication. Donc là, on voit effectivement, j'ai forme 3 étages qui est un projet, une affaire, et webinar qui est une autre affaire.
Et là, on voit effectivement l'ensemble des pièces que je veux pouvoir traiter ensuite dans ma mise en barre. Donc, une fois que je suis ici, on va tout simplement aller dans mise en barre, ici. On va appeler donc, le module. Donc, il y a quelques latences, hein, c'est dû à Zoom qui est assez gourmand aussi en énergie, donc c'est plus rapide après sur vos PC. Bon, après, ça dépend également de la station de travail que l'on utilise ou pas. Donc là, première chose, j'arrive ici, je vais valider une première fois. J'ai l'ensemble de mes pièces, d'accord, qui se trouvent ici. Donc ça, c'est dans mon premier onglet repères secondaires. J'ai mes pièces ici. Donc on a une visualisation aussi bien 2D que 3D possible. Moi, je reste en 2D pour avoir l'ensemble de mes cotes. J'ai la notion de stock. Donc la notion de stock, ici, ça peut être un stock manuel, tel quel. C'est-à-dire que je viens rajouter un élément. Quel est le profil que je viens rajouter? Par exemple, un HEA 200. Sur une longueur de quelle distance? Je vais faire 6000, donc une longueur de 6 mètres. Et dans quelle nuance? Donc en S235 JR. D'accord? Donc, il est venu se rajouter ici une barre. Parfait. Donc, ça, c'est une méthode de travail manuelle. Par contre, à tout moment, on peut dire, dans la notion d'import, on peut intégrer donc, un lien PNI vers un ERP extérieur, une base Excel, de moins en moins utilisée, des PNI vers d'autres solutions, ou alors notre stock achat, notre module de stock achat, qui est plugué directement en, fait, en corrélation avec PLM. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais appeler mon stock directement. Donc, l'intérêt ici, c'est que je vais récupérer l'ensemble de mon stock avec des chutes de stock, du stock. Et puis là, c'est la barre que j'ai créée au préalable, donc on apprend. Donc, je valide une première fois. Donc là, vous voyez déjà, on voit l'interaction effectivement par rapport à mes appels. Là, il est venu me trier l'ensemble des barres que je vais utiliser. C'est-à-dire qu'il n'a pas ramené un stock brut, il a vraiment déjà trié par barre. Donc maintenant, dans la logique que l'on a ici, on peut travailler de manière manuelle ou alors de manière automatique. Donc, dans un premier temps, on va faire du manuel, donc une mise en barre manuelle. Je prends ma barre de HEA, je la glisse ici. Donc, on a les informations. Donc, c'est un HEA 200, en S235 JR et en 6000. Pas de souci. Donc, quand je vais maintenant dans mes repères secondaires, ici, on voit que le logiciel a déjà trié l'ensemble des pièces HEA. Donc, ce que je vais faire, je prends les pièces qui m'intéressent. Par exemple, je prends ces pièces-là qui sont en quantité 3. Je veux dire, je vais mettre 3 pièces directement là. Donc, vous voyez qu'elle disparaît de mon arbre ici. Je viens là j'en ai 2. Donc, de la même manière, je les glisse à côté. Je viens de dire que je rajoute 2. Et puis là, au fur et à mesure, vous voyez, j'ai la chute qui évolue. Donc là, je suis à 3165 de chute. Ce qui va pouvoir me permettre de rajouter encore des pièces. Par exemple, je prends l'ensemble de ces pièces-là, je les glisse à côté. Donc là, il me reste encore un petit peu de place. Donc, ce que je vais faire, je prends une nouvelle pièce. Je vais en prendre même 2. Allons-y. Par contre, vous voyez maintenant, j'ai une alerte qui apparaît ici en rouge. La chute, elle me dit que je suis à moins 734. C'est-à-dire que j'ai mis plus de pièces que ma barre ne peut en contenir. C'est-à-dire que typiquement, cette barre-là, le logiciel ne va pas me la valider. Il me génère une erreur. Donc, charge à moi d'aller effacer effectivement des barres pour que ça soit effectivement maintenant utilisable. Donc, je reviens effectivement sur ma mise en barre de tout à l'heure. Pas de souci. D'accord. Donc, je valide de nouveau. Donc, ça me permet simplement de pouvoir stocker un petit peu ce que j'ai fait. Donc, on voit déjà visuellement un petit peu des codes couleurs qui apparaissent. D'accord. On verra un petit peu plus dans le détail par la suite. Donc, ça, c'était une mise en barre manuelle. Mais maintenant, on va faire ce qu'on appelle une mise en barre automatique. Donc, je viens dans la notion d'automatique ici. J'ai plusieurs onglets. L'onglet général, l'onglet profil, l'onglet approvisionnement. Donc, si on s'intéresse à l'onglet profil, là, j'ai l'ensemble des profils que je vais utiliser par la suite. D'accord. Donc, c'est une liste non exhaustive, enfin des pièces que je vais utiliser. Ça permet surtout de dire, là, je n'ai pas d'HEA de 100 qui est arrivé, donc de pouvoir le désactiver si besoin est. L'onglet approvisionnement qui, lui, est très important au quotidien. J'ai plusieurs types. Donc, le premier, c'est les longueurs commerciales. Les longueurs commerciales utilisées dans mon atelier. Excusez-moi. Donc, typiquement, si mon fournisseur en HEA de 100 ne m'a pas livré de 15 100, je vais double-cliquer. Et lorsque les petits points sont blancs, ça veut dire que je n'ai pas la matière en interne dans la société. Sinon, on peut tout revalider de nouveau si besoin est. On a également une autre solution qui existe, c'est une notion d'incrément. Donc, notion d'incrément, je vais donner la longueur initiale des barres que je trouve dans mon atelier, la longueur minimale, la longueur maximale, et puis l'incrément d'utilisation de ces barres-là. OK. Donc là, typiquement, j'ai les barres de 9000 à 12000, tous les mètres. Pourquoi pas.
Il est en général plus souvent utilisé les longueurs commerciales, donc je reviens sur les longueurs commerciales. Donc maintenant, je reviens sur l'onglet général où on a pas mal d'informations. Donc dans un premier temps, on a la notion de stock. Donc, notion de stock, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le logiciel va chercher à créer des barres, des mises en barre, mais en fait, en venant récupérer des instructions. Donc là, en prime abord dans le stock, dans les chutes de stock, soit en appro en commande ou commande sur affaire. Donc, vous voyez, à chaque fois, on va indiquer au logiciel qu'est-ce qu'on préfère comme travail. Donc, également, pour pouvoir changer, vous voyez, de niveau, il suffit de cliquer avec les flèches ici et de pouvoir monter ou descendre. Ensuite, on va trouver là des options très importantes au quotidien. Donc, les options, là, on a une notion de temps. Donc, la notion de temps, on va laisser du temps à l'algorithme de calcul de me proposer un nombre de solutions données et la meilleure des solutions possibles. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis à 0, je vais trouver un calcul assez rapide de mise en œuvre. Par contre, si j'ai des mises en barre un petit peu complexes ou alors sur lesquelles je veux travailler un petit peu de manière un peu plus poussée, eh ben, on peut mettre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Arrivé aux alentours de 10 minutes, en fait, le logiciel va plus proposer de solution, c'est-à-dire qu'il va swapper un petit peu, donc il va conserver le nombre de propositions qu'il aura fait précédemment. Et c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment de trouver la meilleure des solutions par rapport à la problématique de votre atelier. C'est-à-dire que si vous trouvez qu'il faut calculer 1 à 2 minutes, ça peut devenir après, ce paramètre-là va rester en dur, donc il va rester dans le temps après pour tout ce que vous allez faire par la suite. Ici, si je continue un petit peu dans la descente, donc la notion de chute, comment elle est gérée? Elle est gérée soit en longueur, soit en pourcentage. Donc, si je suis en longueur, forcément, si j'ai une chute de 6 mètres, ça va être indiqué 6 mètres. Par contre, si c'est en pourcentage, donc j'ai une chute de 6 mètres toujours dans un 12 mètres, ce sera 50% de résultat de chute. Et puis, si c'est par contre une barre de 18 mètres, ce ne sera pas du tout le même résultat de pourcentage. Donc, là, je vais laisser de manière brute la longueur. Après, là, on a un petit paramètre qui est assez intéressant, c'est la gestion des priorités. Alors, il existe quelque chose dans le logiciel qui est la gestion des priorités aujourd'hui. Donc, la gestion des priorités, je peux mettre en amont certaines barres. C'est-à-dire que dans ma préparation, je peux dire peut-être que j'ai besoin des HEA de 100 en priorité ou d'autres profilés, donc je vais mettre en priorité. Donc, comment cela fonctionne de manière dans le logiciel? Je vais faire simplement annuler dans un premier temps. Je vais sur mes pièces ici. Donc là, elles sont triées par profil, d'accord? Donc les HEA, etc. Donc si je prends l'ensemble de mes profilés ici, déjà si je prends simplement un en double-cliquant dessus, là j'ai les priorités, vous voyez, qui apparaissent. Donc si je descends un petit peu, là je suis en priorité par défaut à 99. La priorité 99, ça indique au logiciel que je n'ai pas de priorité du tout, en fait, mise en œuvre. D'accord? Donc sur les barres ici, typiquement, j'avais une priorité de niveau 1, c'est-à-dire que en fait, je vais les traiter en premier. Après, je peux descendre un petit peu, par exemple, prendre une volée ici et dire ça, c'est une priorité 2, par exemple. C'est-à-dire que les IPE de 180 qui sont ici, je vais les passer en deuxième dans ma barre. Donc, vous allez voir un petit peu maintenant comment on va pouvoir interagir avec ça. Donc, je vais faire valider le choix qui est là. Je reviens dans automatique. Et puis, je vais dire, effectivement, gestion des priorités, oui. Donc là, il va me trier en fait d'abord toutes les barres en priorité numéro 1, toutes les pièces en priorité 2, et après, le tout venant en priorité 99, il va passer après. D'accord? Donc, ça permet de générer des listes de mise en barre, des listes de nesting avec la prise en compte des priorisations. D'accord? Donc là, on a un non oui, forcément, et non sur dernière barre. C'est-à-dire que le logiciel, il a mis en place tout ce qui était priorité numéro 1, tout ce qui était priorité numéro 2. Et bien, en fait, dans les dernières barres, il va maintenant mettre de la priorité 99, même s'il n'a pas pu mettre que des priorités 1 et 2. Donc là, on va laisser oui dans un temps. Quelque chose de complété par existante. Ça, c'est un paramètre qui est assez important. Tout à l'heure, j'ai fait une barre manuelle. Donc, typiquement, lorsque j'ai fait une barre manuelle, peut-être que je n'ai pas optimisé le nombre de pièces que je pouvais mettre dans ma barre. Donc, si je fais compléter barre existante, le logiciel va prendre toutes les barres manuelles que j'ai pu créer et chercher à rajouter les pièces à l'intérieur. Par contre, ça peut être aussi un moyen de figer les choses et de dire non, je sors ce nombre de pièces dans cette barre-là sans tenir compte du reste. D'accord ? Également, utiliser en priorité les petites chutes, c'est toujours lié à mon stock achat. Donc là, on va utiliser en priorité les petites chutes. Donc maintenant, on va passer sur l'onglet résultats un petit peu plus bas. On a 3 choix. Alors, ces choix, c'est limiter les réblons, donc le déchet, limiter les chutes, limiter le nombre de barres.
Ça va être pour permettre le meilleur des calculs pour le logiciel. C'est-à-dire que là, si je mets limiter les réglons au premier, il va chercher à me proposer la mise en barre où il y a le moins de déchets possible. Si je veux limiter le nombre de barres, en fait, simplement, je vais remonter en tête de liste, limiter le nombre de barres. D'accord. Donc là, par défaut, je vais mettre limiter les riblons, limiter le nombre de barres sera en 2 et limiter les chutes sera en troisième dans le choix pour le logiciel. Une fois qu'on est là, maintenant, eh bien, il suffit de faire OK. Et le logiciel va calculer maintenant les mises en barre. Donc là, il va créer un nombre de barres donné, d'accord. Donc on voit l'évolution au fur et à mesure. Donc là, on est à 62 dans l'instant. Donc au fur et à mesure, donc lui il va calculer, me proposer le meilleur choix par rapport aux paramètres que j'ai indiqués. Donc là, je n'ai pas mis de temps de calcul. Pourquoi? Ça permet d'avoir quand même un petit peu plus de rapidité sur la présentation. Et puis là, donc, il va me proposer maintenant des pièces par rapport à ça. D'accord. Donc ici, à chaque fois, donc là, on va trouver les pièces ici. D'accord. Donc, si je me rapproche un petit peu, donc physiquement, au début ici, on voit qu'on a du rouge. Donc, la partie rouge, c'est la partie déchets. Cette partie-là, c'est la coupe d'affranchissement. C'est-à-dire que c'est les paramètres qu'on aura indiqués dans ma machine qui va me permettre de faire la coupe d'affranchissement. Mais également, petite chose importante, donc je vais venir à la liaison des deux pièces ici. On va également mettre la largeur de scie utilisée. Donc, c'est un paramètre qui est ici de largeur de coupe. Pourquoi? Si je n'indique pas la bonne largeur de coupe, forcément, ça va tronquer en fait mon résultat de mise en barre. Donc, c'est très important à chaque fois d'avoir les bonnes informations, sachant qu'on peut les modifier de toute manière. Et puis à la fin, donc ici, on va voir une prise de pince, d'où le trait jaune qu'on voit. Ça, c'est la prise de pince à la fin. Donc, c'est les 100 mm que l'on a là pour ne pas venir en fait abîmer la pince de votre machine. D'accord. Donc, c'est très important ces paramètres-là. Donc là, je suis sur une pièce où je n'ai pas forcément actuellement de chute. Donc, c'est pour ça qu'on a du rouge. Si je prends une pièce sur laquelle j'ai de la chute ici, je vais me rapprocher un petit peu. Vous voyez, j'ai un code couleur ici qui est vert. Donc, lorsque c'est vert, ça m'indique que dans ma mise en barre, j'ai une chute. Donc, cette chute-là, de toute manière, elle apparaît là. Vous voyez, elle fait 2016. Donc, c'est presque 17% de la taille de la barre de base. Et vous voyez, à chaque fois, en fait, ils vont en tenir compte. Donc, petite chose importante, pendant que je suis ici, on va aller voir sur le bout de la ligne. On va avancer. Et on a les taux de driblon. Donc, actuellement, sur cette pièce-là, je suis en taux de driblon à 20 mm. Donc, je suis à 0,17% en fait, de riblon. Donc, c'est quand même plutôt assez intéressant. Donc là, vous voyez, ça vous donne une vision assez globale des possibilités de ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre par rapport à votre besoin. Donc là, je vais valider de nouveau. Pas de souci. D'accord. Donc là, simplement, on sauvegarde de ce que l'on a pu faire. Donc, petite chose maintenant. Lorsque je viens dans Général maintenant, ici, on va trouver des informations sur la mise en barre que je viens de faire à l'instant. Donc, cette mise en barre-là, de quoi il retourne? Eh bien, actuellement, dans cette mise en barre-là, j'ai 77 pièces pour une longueur de 893 000. OK. Il va vous donner les sous-catégories par profil et par rue. Et puis ici, on va trouver des informations, donc du stock sur chute à faire, du stock simple, de l'approvisionnement et de la chute sur stock. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet d'avoir une lisibilité puis de pouvoir mettre en œuvre les achats après coup. D'accord. Donc là, on va refermer ça. Et puis tout à l'heure, j'ai parlé, vous voyez, de tri au niveau de mes barres. Donc là, vous voyez, j'ai la barre numéro 1, 2, et ça passe à 7 et 8. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai priorisé en fait les HEA de 100 et après simplement les HEA de 180. Donc là, il me propose effectivement dans ma priorisation, donc j'ai dû prendre aussi un peu de HEA de 300 au passage. Et vous voyez, il me fait 1, 2, 7, 8, 59. C'est-à-dire que c'est mon choix d'avoir mis ces barres-là. Donc, il vous propose telles que vous allez les envoyer sur la machine, telles que vous les avez prévues. Donc, pour faire ça aussi, on a d'autres solutions qui existent. On a l'ordre des barres qui existe ici. D'accord. Donc, par défaut, là, vous voyez, il a récupéré, mais on peut très bien venir maintenant casser un petit peu ça. C'est-à-dire que tri par priorité, c'est le cas là. Mais je dis, non, tri par profil. Vous voyez, si je fais tri par profil, il revient mettre en fait toutes les barres par profil identique. D'accord. Sinon, ça peut être par longueur croissante. Donc, j'ai toutes les barres 6 mètres, 10 mètres, 12 mètres, etc., etc. Ou alors, on peut revenir effectivement à tel que je l'avais vu au début, tri par priorité. Donc là, il suffit que je fasse OK là. Et maintenant, à quoi ça va correspondre? En fait, ça va correspondre à une liste d'édition que je vais pouvoir donner à mon opérateur. Donc, dans mes listes d'édition ici, je viens. Premièrement, j'ai la notion de stock.
Donc ça, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant. Donc c'est une liste maintenant un petit peu plus light que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc là, j'ai un HEA de 12 000 en S275 en appro. J'ai les stocks, d'accord. Donc après, j'ai les chutes de stock. Pas de souci. Maintenant, si je continue un petit peu dans la mise en barre code barre, j'ai double-cliqué, oui, excusez-moi. Il faut que j'accélère un petit peu. Donc là, en fait, il va me proposer des mises en barre avec tout ce que j'ai à l'intérieur de mes barres, d'accord? Donc là, actuellement, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ma mise en barre? Donc c'est sur ma perceuse-ci, c'est la mise en barre 1256. Et en fait, c'est une des affaires, ça c'est la mise en production, c'est le webinaire profilé. Donc là, j'ai les perçages, donc j'ai du diamètre de 12, j'en ai 19, diamètre de 14, j'en ai 656, etc., etc. Si on descend maintenant, et bien là, en fait, j'ai une de mes barres, donc c'est un HEA 100 en S235 JR. Donc celui-ci vient de mon stock, donc je trouve un indice de traçabilité plus un indice en fait de là où il se trouve physiquement, donc dans le SP. Et puis là, je vais trouver l'ensemble de mes pièces. Donc c'est mon affaire webinar, mon plan webinar, mon assemblage K9, ma pièce H2, et elle fait, j'ai une pièce de 565 mm de long. Si je prends ici, on a une petite indication supplémentaire. Le point rouge m'indique qu'il y a des perçages sur les pièces. Donc visuellement, il est facile de se dire de trop trouver les pièces avec perçage ou sans perçage. Également, petite chose, sur cette mise en barre, nous avons un code barre. Ce code barre, il va me servir, en fait, sur les machines équipées d'une douchette, de pouvoir aller directement scanner ma mise en barre. Donc, c'est-à-dire que pour l'opérateur, pas la peine qu'il aille chercher le nom de la mise en barre, il suffit qu'il vienne scanner ce code barre et ça appelle la bonne mise en barre que nous avons dessous. D'accord? Donc, c'est quand même extrêmement intéressant, extrêmement facile de mise en œuvre au quotidien. Donc là, on va dire quitter maintenant. Donc, on va dire que pour la mise en barre telle qu'elle, on a fini. Donc, je peux dire maintenant quitter de nouveau. Donc, ça va sauvegarder les éléments, pas de souci. Je reviens dans Webinaire profilé. Donc, ici, maintenant, la couleur est passée verte. Pourquoi? Eh bien, en fait, simplement, j'ai fait une mise en barre et j'ai imbriqué, mais en l'occurrence, 100% des pièces que j'avais actuellement, j'avais lancées tout à l'heure. Donc, ça, c'est pareil visuellement, ça vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes à chaque fois. Donc là, ça, c'était les profilés. Si maintenant, je m'occupe de jarrets, donc là, les jarrets, l'intérêt, vous allez voir que ça travaille de la même manière de toute façon. Donc, je viens sur les mises en barre ici directement. Très bien. Donc, on va ouvrir la même page de toute façon que nous avions précédemment. Si ce n'est que l'ensemble des pièces que nous avons là, n'est plus du tout les mêmes. D'accord? Donc, on va trouver les jarrets. D'accord? Divers et variés. Pas de souci. Donc là, je fais valider. Et à l'inverse de tout à l'heure, je vais directement aller en automatique et je vais faire OK. Donc, je vais laisser le logiciel me proposer la meilleure des solutions par rapport à ces pièces-là. Donc, lorsqu'on vient maintenant dans Optimiser coupe, on va ouvrir. Donc là, on voit les jarrets qui sont venus s'imbriquer les uns les autres. D'accord? Donc là, de la même manière, on va retrouver la coupe d'affranchissement au début, les coupes entre les divers jarrets, et puis en fait, les positionnements des divers jarrets. Donc là, en fait, il est venu les imbriquer par rapport en fait, aux tailles qu'il est capable d'utiliser. Donc, si on prend même là sur les 400, donc on va trouver effectivement des imbrications avec les IPE de 400 donc dans les profilés. D'accord? Vous voyez, c'est quand même assez puissant et c'est assez intéressant par rapport à ça. Donc, ça permet de pouvoir laisser le logiciel imbriqué et de vous, effectivement, pouvoir vous occuper d'éléments un petit peu plus importants pour votre production. Donc, enregistrer, oui. Là, je vais faire un marche arrière. Donc là, c'était simplement pour montrer sur les jarrets la facilité d'imbrication des éléments. OK, pas de souci. Très bien. Donc là, pareil, vous voyez, ici, optimiser coupe, pas de problème, c'est tout optimisé. Donc maintenant, si je m'intéresse à mon webinar tool, toujours le même principe, on va trouver ici divers tools, d'accord? Donc j'ai du 8, j'ai un petit peu de 20, j'ai du 18. Et je suis également en fait sur un multi-projet, donc forme 3 étages et FICEP Open House. Donc maintenant, je vais faire mise en tôle, direct là. Pardon. Donc là, la mise en tôle, en fait, il va chercher l'ensemble des pièces dans le logiciel. Donc c'est souvent un petit peu plus long parce qu'il y a souvent beaucoup de tôles.
Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois aussi, il crée des fichiers déjà de notions d'imbrication au départ, donc pour avoir un petit peu de gain de temps par la suite. D'accord? Donc là, on le laisse calculer de toute façon. Donc, c'est plus ou moins rapide suivant les projets que vous avez. Donc, ça peut être aussi fait en temps masqué de toute manière. On peut lancer cette mise en œuvre-là et puis partir faire autre chose. Ou dessiner à côté si vous êtes dessinateur. Donc là, il a bientôt fini de calculer la mise en place. Pas de souci. Donc là, eh bien, on va trouver l'ensemble de mes pièces, d'accord, que je vais pouvoir utiliser. Donc là, j'ai divers tôles. Donc, ce que je peux faire comme tout à l'heure, je peux passer en stock, je peux de nouveau créer une tôle si besoin est. Si par exemple, bah là, je prends une tôle de 8, ici, je lui ai indiqué la longueur utile, la largeur utile, donc un 4000 par 2 en tôle de 8, pas de souci. Donc, je valide de nouveau. Sinon, on n'est pas obligé de le créer, on peut laisser le logiciel aussi me proposer le meilleur des choix. Donc là, deux manières de travailler. Donc, j'ai le manière automatique, donc un petit peu comme tout à l'heure. Donc, je viens dans automatique ici. J'ai mes dimensions commerciales, j'ai mes profils. Donc là, je peux très bien dire, je ne vais utiliser que du 4 mètres par 2 pour ça. Et puis à l'intérieur de mes profils, je peux très bien dire, ben non, je ne vais pas utiliser les tôles de 8, je vais mettre en œuvre en manière automatique que simplement les tôles de 18 et de 20. Je valide, je fais OK. Donc là, il va calculer. Donc là, vous voyez, il est en train de me faire la mise en tôle automatique pour la tôle de 18 qui est indiquée ici. Là, il cherche à imbriquer effectivement l'ensemble des pièces sur ma tôle de 18. Donc, il cherche le meilleur des choix possible. Donc, c'est forcément un petit peu long de toute manière. À la fin, moi, j'ai déclaré sur mon logiciel une machine qui fait oxycoupage ou plasma. Donc là, j'ai que je fais du plasma. Là, on est sur la tôle de 20. On voit que c'est indiqué là au-dessus de ma souris. Donc, c'est un petit peu le même principe. Il va me demander aussi ou plasma, forcément. Et je valide. Donc là, déjà, eh bien, je retrouvais déjà deux tôles en 18 et en 20, pas de souci, avec les imbrications dedans. D'accord? Donc, on peut valider une première fois, pas de problème. Une autre manière existe, une manière manuelle, entre guillemets. Donc, je vais dans la partie Nestor, ici, la partie Nestor. Donc, j'ai mis 8. Pourquoi 8? Parce que j'ai déjà fait les 18 et les 20, je ne veux pas revenir dessus de toute façon. Le logiciel va charger les divers formats que je peux utiliser. Ici, j'ai l'ensemble des pièces que je peux imbriquer dans ma tôle. Donc, on a deux solutions. On peut faire de l'imbrication manuelle, c'est-à-dire que je viens prendre mes formes ici. Et vous voyez, au fur et à mesure, en fait, je vais construire ma mise en place, mon nesting tool. Donc là, on voit une partie rose qui est le restant, en fait, qui est la chute en fait de tôle, qui va nous servir après coup, de toute façon. Donc, on a moyen de faire comme ça. C'est bon, la partie me gêne. On a également une autre solution qui va être le mode automatique. Donc, le mode automatique qui est ici. Je viens, je vais cliquer dessus. Alors, à quoi il sert? Eh bien, simplement, il va me servir à mettre l'ensemble de mes pièces sur mes tôles. Donc, c'est le logiciel qui va calculer pour moi à ce moment-là, plutôt que moi qui viens faire du nesting manuel. Donc là, il est en train de calculer, un petit peu comme tout à l'heure dans les mises en barre. Plus on le laissera calculer, plus il aura un résultat probant. Moi, je vais dire simplement un moment, là, stop, je vais arrêter. Donc, petite chose, ici, je vais enlever forcément. Tout à l'heure, j'avais mis deux tôles. En fait, il les a déjà conservées dans cette zone-là. D'accord? Il n'est pas venu les changer de toute façon. Il est vraiment venu les conserver ici. OK? Et ici, je trouvais, eh ben, en fait, trois tôles. Donc, le numéro 1, qui était donc la première que j'ai fait tout à l'heure. La seconde, où il est venu nester directement. Et puis la dernière, donc, où on trouve une partie récupérable, un petit peu en rose, un petit peu plus importante. Donc là, une fois que je suis ici, je vais simplement valider la partie nestor. Donc la partie nestor, c'est simplement la mise en tôle. Je vais les imbriquer entre elles. Lorsqu'on est là, il va venir me rajouter maintenant, eh bien, à travers mon nestor, les divers tôles que je peux utiliser. D'accord? Toujours le même principe, on valide de toute façon à tout moment. Et puis maintenant, on va passer en Pathfinder. Alors, le Pathfinder, c'est un nom américain, en fait, c'est le parcours d'outils. C'est maintenant qu'on va pouvoir déclarer qu'est-ce qu'on va utiliser déjà comme outil. Quel est le parcours d'outils? On va pouvoir le visualiser physiquement à l'écran. D'accord? Donc là, on va voir sur les grosses mises en tôle, ce sera peut-être un petit peu long, mais je ferai l'accélération au bon moment. Donc là, je suis sur ma première mise en tôle. Donc, je vais dire à mon logiciel, bah, viens vérifier qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc là, j'ai une machine déclarée avec des outils. J'ai un automatique, déclarer mes outils. Et puis là, je lui dis, bah, crée-moi le parcours.
Donc là, le parcours est créé. Mais maintenant, si je m'occupais de la tôle que j'avais tout à l'heure, avec une partie en fait chute un petit peu plus importante, je reprends le même principe. Donc là, il me dit quels sont les outils que j'envoie directement en automatique. La partie donc, où il va me générer le parcours d'outils. Et puis maintenant, je vais pouvoir visualiser le résultat du post-processeur. D'accord ? Donc là, le résultat du post-processeur, en fait, il va me faire le parcours d'outils tel que je vais l'avoir sur ma machine. Donc là, je valide que c'est du plasmol. Là, j'ai une vitesse de 100, pas de souci. D'accord ? Je vais dire appliquer. Donc au départ, vous voyez, là, j'ai un forêt diamètre 12, diamètre 14, diamètre 18. Il fait d'abord tout ce qui est perçage au préalable. D'accord ? Donc après, on peut passer à l'étape suivante. On va ralentir un petit peu. Donc là, je suis sur le forêt 18, pas de souci. On va aller directement au bout de l'opération. Et puis là, maintenant, je suis donc sur les coupes. Donc on voit qu'il fait chacune des coupes au fur et à mesure. Donc là, on peut accélérer et diminuer un petit peu avec les flèches, de toute façon. Donc l'intérêt, c'est qu'on voit toutes les informations qui apparaissent sur le côté également. Donc ça permet toujours d'avoir une visualisation de ce qu'on va faire, même si au quotidien, on ne fait pas forcément ce genre de choses à les vérifier continuellement, mais ça a au moins le mérite d'exister. Donc là, on n'a pas vu, elle est passée trop vite, mais elle est venue me couper en fait la fin de la tôle ici de manière propre. Bon, une fois que c'est fait, je viens là, je veux sauvegarder ça. Très bien. Donc je dis valider, pas de problème. Donc, on voit effectivement sur ma tôle, là, j'ai le Pathfinder qui a été fait, qui n'est pas forcément fait sur les autres, mais que peu importe. Et maintenant, je vais m'occuper du Doc Viewer. Donc, le Doc Viewer, un petit peu comme tout à l'heure, va servir à sortir de la documentation d'atelier. Donc, la documentation d'atelier, c'est important pour les compagnons, souvent, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ce qu'on leur a demandé. D'accord ? Donc, j'ai cette pièce-là, en l'occurrence, c'est plutôt celle-ci qui va nous occuper. Voilà, c'est un petit peu plus long avec Zoom. Donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc là, je veux dire afficher le rapport PDF. Donc là, il va afficher le rapport PDF. Donc, lorsqu'on l'allume la première fois le matin, c'est un petit peu plus long. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il vient charger plein de choses, vos logos, en fait, les mises en œuvre, il charge beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que la première création du PDF le matin est un petit peu plus longue. Donc là, vu que j'avais coupé mon logiciel au préalable, donc là, il remet tout à neuf, il relance tout. Donc, l'intérêt, c'est que là, il va directement vous créer un PDF avec toutes les instructions à l'intérieur. D'accord ? Donc, pendant qu'il est en train de mouliner, également, on voit ici quelque chose qui est assez intéressant, donc quelque chose qui s'appelle le 1258-103-01. Ça va nous servir à générer là une chute réintégrable dans le logiciel directement dans PLM. D'accord ? Donc là, il est en train de finir. Voilà, parfait. Donc là, j'ai le PDF. J'ouvre le PDF. Donc là, j'ai l'ensemble des instructions. Donc c'est 4000 par 3 par 8, le poids, les longueurs de travail rapide. Et puis ici, on va trouver l'ensemble des pièces qui sont à l'intérieur de cette mise en tôle. D'accord ? Je referme tout ça. J'ai fini cette partie-là, pas de souci. Et puis maintenant, donc là, il me reste une partie rose qui est ici. Donc je vais aller voir dans mes chutes générées. Donc la 1258-103-101, pardon. Et en fait, là, on a vraiment la tôle telle qu'elle a été utilisée précédemment. Donc ça, c'est ma chute de tôle qui va être réintégrée automatiquement dans PLM. D'accord ? Donc c'est quand même extrêmement intéressant parce que ce qui veut dire que les prochaines mises en tôle, vous allez pouvoir utiliser les chutes que vous avez créées et donc pouvoir les purger au fur et à mesure. D'accord ? Donc là, c'est vraiment le dessin proprement parler de ce qui a été fait parce que c'est le dernier trait de coupe qui a été créé. Donc là, si je dis quitter, donc là, j'ai fini mes mises en tôle. Je peux dire quitter. Donc, je n'ai pas fini forcément l'ensemble parce que je n'ai pas fait sur toutes les tôles. Mais là, vous voyez, en fait, dans mes tôles, maintenant, on retrouve bien que j'ai 100% de mes pièces qui ont été imbriquées, elles sont toutes dans des mises en tôle et toutes prêtes à être envoyées en production. D'accord ? Donc, après, il suffit de faire clic droit, action, et j'envoie en production directement depuis ce biais-là. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir aujourd'hui.